bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde, Israël ou la permanente remise en question. Israël présente l'originalité géopolitique d'être remis en question après plus de 3/4 de siècle d'existence. Une bizarrerie géostratégique qui fait de cet État résultat d'un plan de partage du territoire de l'ancienne Palestine mandataire et son indépendance l'année suivante en 1948, après une guerre avec les pays arabes voisins. Depuis, ce pays s'est développé et a prospéré au point de se situer dans la moyenne économique des démocraties de l'OCDE dont il fait partie. Entré dans la mondialisation de plein pied, il est considéré comme la start-up nation. Seulement ce pays n'a cessé d'être confronté à des guerres, quitte à les déclencher quand il se sent menacé, notamment cette attaque massive contre l'Iran et ses installations nucléaires. Quand il est confronté à des intifadas, c'est-à-dire des soulèvements populaires de Palestiniens, et à une invasion pogromique du Hamas, particulièrement meurtrière le 7 octobre 2023, suivie d'une guerre à Gaza qui n'en finit plus et faisant des milliers de victimes palestiniennes et n'a toujours pas, nous parlons de cet État d'Israël, de frontières sûres et reconnues et pas plus de traité de paix avec les Palestiniens. Au-delà d'une insécurité permanente, ce pays concentre l'attention passionnée des médias et de l'ensemble des organisations internationales de la planète. Il fait l'objet d'un nombre record de condamnations à la tribune new-yorkaise des Nations Unies et son idéologie fondatrice, le sionisme, est non seulement vilipendée par des foules planétaires, mais aussi instrumentalisée pour générer un antisémitisme d'atmosphère. Sans compter que depuis le 7 octobre et la guerre de Gaza, son image ne cesse de se dégrader. De cela, de cette remise en question violente et tissée de contradictions, nous allons vous entretenir avec mes invités que je vous présente. Sylvie Bermann, vous êtes ambassadrice de France et vous avez été en poste à Moscou, à Pékin et à Londres. Éric Danon, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël. Jonathan Arfi, vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et mes confrères Renaud Girard, éditorialiste au Figaro, et Jean Quatremer, que nous avons en visioconférence et qui est le correspondant européen de Libération. Avant de commencer cette émission, nous nous rendons à l'Assemblée nationale. Nous sommes le 19 février 2025 avec Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, Ensemble pour la République. Je veux parler de la situation très alarmante de nos compatriotes de confession juive qui font face à une véritable explosion de l'antisémitisme dans notre pays, tout particulièrement depuis le 7 octobre 2023, depuis l'attaque perpétrée par les terroristes islamistes du Hamas sur le sol israélien. Les chiffres sont là, implacables, intolérables. En 2023, les actes antisémites ont été multipliés par 4 dans notre pays. En 2024, cette tendance est malheureusement confirmée avec 1570 actes antisémites recensés, soit une moyenne de 130 actes par mois. En 2024, la réalité de l'antisémitisme, c'est ça. Ce sont des actes qui ciblent principalement les personnes, avec plus d'une centaine d'attaques physiques violentes, dont, faut-il le rappeler, le viol antisémite d'une fillette de 12 ans par de jeunes mineurs à Courbevoie. Alors, vous venez d'entendre Constance Le Grip, vous pourrez commenter ce qu'elle vient de dire, mais actualité oblige, les bombardements israéliens en Iran visent à détruire les sites nucléaires, mais n'est-ce pas aussi une riposte au 7 octobre dont Israël rend responsable l'Iran? Jonathan Arfi. Effectivement, pour les Israéliens, l'Iran est considéré comme la menace existentielle et le Hamas était l'un de ses proxys les plus puissants. Le déclenchement du 7 octobre n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Iran au Hamas. Et pour les Israéliens, la focale n'est jamais celle exclusivement d'Israël-Gaza, comme nous pouvons le voir parfois depuis l'Europe, mais bien une focale beaucoup plus large, régionale, qui intègre la menace iranienne et notamment la dimension nucléaire. Donc les frappes de ce matin s'inscrivent évidemment dans cette séquence ouverte le 7 octobre. Vous partagez cette analyse, Sylvie Bermann ?
Oui, tout à fait, même si on ne sait pas si c'est véritablement l'Iran qui a déclenché les événements du 7 octobre, mais en tout cas, tous les proxys de l'Iran sont intervenus à ce moment-là, qu'il s'agisse du Hezbollah ou des Houthis. Et ça fait des décennies maintenant que l'Iran menace de détruire Israël, et bien évidemment la bombe nucléaire est l'arme suprême, et Israël a toujours dit on ne tolérera pas que l'Iran ait la bombe atomique. Donc il y a les deux aspects, il y a effectivement peut-être cette revanche, mais il y a surtout cette notion de sécurité. Alors Renaud Girard, comment vous faites le lien entre ces deux choses? D'un côté, l'attaque contre l'Iran et de l'autre côté, le Hamas à Gaza. Alors c'est vrai que l'Iran est toujours soutenu le Hamas, bien que l'Iran soit chiite et que le Hamas soit un mouvement sunnite de frères musulmans. Lorsque j'ai interviewé le Premier ministre israélien Netanyahou, c'était juste après Yom Kippour, donc c'était en octobre 2024, il m'avait clairement dit qu'il allait s'en prendre. Il avait donné un dernier avertissement au Hezbollah. Le Hezbollah ne l'a pas entendu et a été décapité complètement. Et il m'a tout à fait clairement dit dans cette interview qui a été publiée dans le Figaro qu'il considérait que le programme nucléaire de l'Iran était une menace existentielle pour Israël, et que donc il ne laisserait pas faire. Alors il s'en est confié évidemment Netanyahou au nouveau président américain Trump. Trump a essayé une dernière phase diplomatique avec l'Iran, donc il y a eu des contacts via Oman entre les Iraniens et les Américains. Les Américains ont fait une offre de dénucléarisation à l'Iran. L'Iran l'a refusé. Il y a eu tout récemment, il y a 3 jours, une condamnation par l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc l'agence internationale qui est chargée d'appliquer le traité de non-prolifération nucléaire, dont l'Iran est signataire, en disant que l'Iran avait brisé ses obligations, n'avait pas respecté ses obligations au titre du traité de non-prolifération, et donc après avoir très certainement prévenu les Américains, donc Israël a commencé une guerre. Il faut dire, appeler les choses par leur nom. C'est pas des frappes, hein, c'est une guerre, parce que Israël a décapité tout l'état-major israélien, Renaud, et ça va continuer évidemment. Je vais demander à Jean Quatremer, qui est le correspondant européen de Libération, est-ce que l'Europe est sidérée par cette chose-là, Jean ? Il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde qui a totalement changé avec la réélection de Trump et qu'il y a un véritable risque de prolifération nucléaire. Pourquoi ? Parce que les Américains ont retiré leur garantie de sécurité aux Européens, et on risque de le voir lors du prochain sommet de l'OTAN dans 15 jours. Et déjà, la Pologne a évoqué la possibilité de se doter de l'arme nucléaire. Ça a posé la question de l'extension du bouclier nucléaire français à l'ensemble de l'Union européenne. Et je vous rappelle que Trump, lors de la campagne avant son élection, première élection en 2016, avait souhaité même plutôt que la Corée du Sud et le Japon se dotent de l'arme nucléaire, parce que ça lui permettrait de retirer les troupes américaines de ces deux pays. Donc on est dans un monde où il y a un risque de prolifération énorme. Alors, dans cette intervention israélienne en Iran, au fond, on rend service au monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Si l'Iran a la bombe, on a un vrai risque que l'Iran utilise cette bombe, que le régime d'Ebola utilise cette bombe. Des pays voyous auront cette bombe, je pense à la Corée du Nord, plus le risque d'une guerre nucléaire est grand. Alors c'est là où moi j'ai un peu de mal à comprendre, parce que Trump, dans cette affaire, a manifestement donné son feu vert à Israël. Mais il n'est pas opposé à la prolifération nucléaire en tant que telle. Il y a vraiment là un agenda purement israélien, c'est de se débarrasser d'une menace existentielle, comme le disait Renaud à l'instant. Trump aussi est responsable, je dirais, de cette bombe iranienne qui est en train d'être fabriquée, ou qui est sur le point d'être fabriquée, puisque c'est lui qui s'est retiré de l'accord que les Européens avaient péniblement trouvé avant son premier mandat avec les Iraniens, pour qu'il
renonce à fabriquer l'arme nucléaire. Et là, brutalement, 5 ans plus tard, il revient en disant on va refaire cet accord que j'ai dénoncé moi-même il y a 5 ans. Oui. On s'y perd un peu dans le, je dirais, dans le excusez-moi du mot, hein, le bordel ambiant. Merci Jean, merci. Alors Éric Danon, à votre avis, menace existentielle pour Israël d'un côté, mais est-ce qu'il n'y a pas menace existentielle de l'Iran d'un autre côté, avec cet affaiblissement de l'Iran aujourd'hui? Est-ce que l'Iran des mollahs va demeurer? Et à votre avis, est-ce que ça satisfait les pays du Golfe? Alors, il y a 3 questions dans votre question. La menace existentielle sur Israël, oui, de la part de l'Iran, puisque l'Iran a juré la perte d'Israël et a annoncé plusieurs fois que ce pays devait ne pas exister, être rayé de la carte. Donc, quand vous avez un pays qui vous dit ça, vous êtes sous sa menace existentielle. Ensuite, dans l'autre sens, il n'y a pas du tout de menace existentielle contre l'Iran en tant que pays. Contre le régime des mollahs. Oui, ça peut-être, mais ce n'est pas existentiel, si l'on veut dire. Ça, c'est un régime politique. L'Iran, c'est un vrai pays, une vraie nation. Il ne va pas disparaître comme ça. Il vient de loin dans l'histoire. Alors, que le régime des mollahs soit en danger, certes, personne ne sait. Personne ne sait. Quelle va être la réaction de la population iranienne au bombardement de ce matin? Vous avez autant de chances que le régime s'effondre parce que la population se lève contre lui, profitant, pourrait-on dire, des frappes israéliennes, que, au contraire, quelque chose d'une réaction nationaliste et dont on a vu un exemple récemment avec l'Ukraine. Poutine attaque avec l'idée que l'Ukraine va s'effondrer parce que c'est un pays corrompu, etc. Vous avez une poussée nationaliste, 700 000 ou 800 000 morts plus tard, Poutine est obligé de se dire que le calcul n'était pas tout à fait le bon. Donc ça, c'est pour le régime iranien. On verra bien au bout de la semaine, car les frappes vont durer au moins une semaine, dans quel état se trouve ce régime et le pays en général. Et puis, après, demander la réaction des pays des monarchies du Golfe. Alors, il faut diviser. Les monarchies du Golfe, elles sont très contentes de ce qui se passe. Je vais vous dire, s'il y en a un qui a dû prendre un bon petit déjeuner ce matin, c'est Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Voilà son ennemi chiite qui recule, forcément, qui est affaibli, et lui, ça va lui donner des marges de manœuvre. L'autre pays qui va être content, l'autre puissance, c'est la Turquie, qui fait partie, avec l'Iran, des 2 pays non arabes qui souhaitent avoir la main sur le monde arabe. Alors, le recul de l'héritier de l'Empire perse va plaire à l'héritier de l'Empire ottoman dans cette affaire. Après, les autres pays vont être d'une grande prudence, mais globalement, vous devez superposer 2 grilles d'analyse, la grille géopolitique des rapports de force, à travers ce qui se passe militairement, et la grille, comme l'a évoqué Renaud tout à l'heure, entre chiites et sunnites. Et là, c'est sûr que la partie chiite, c'est-à-dire l'Iran, recule. Et les 2 jouent en même temps. Sylvie, je voudrais vous poser une question concernant le Moyen-Orient et la France. À votre avis, ces bombardements en Iran vont-ils changer quelque part la donne franco-moyen-orientale, puisqu'il y a cette conférence qui se prépare sur une éventuelle reconnaissance de l'État palestinien? Ça, moi, je ne suis pas dans la tête du président de la République, oui, mais d'autant plus vous êtes une diplomate chevronnée, oui, mais même la première femme nommée ambassadrice de France. Certes, mais il a changé plusieurs fois de pied sur le sujet, donc je ne sais pas. Il normalement va à New York avec l'intention de reconnaître l'État palestinien. Maintenant, il y a un conseil de défense qui se réunit aujourd'hui, donc c'est là que les décisions seront prises. Mais de manière générale, on défend Israël, on défend la sécurité d'Israël, et comme on l'est toujours dans des frontières reconnues, et avec 2 États. Hein. Ça, c'est la ligne française, la ligne européenne, qui d'ailleurs n'a pas changé. Pour le reste, il y a une réaction face à la disproportion des victimes civiles à Gaza qui fait que le soutien à Israël a diminué et que c'est Netanyahou en particulier et les 2 ministres suprémacistes qui sont visés dans ce cas-là. Oui, Éric Danon, vous vouliez réagir? Il faut séparer
les deux questions, la question iranienne et la question de Gaza. Le lien a été fait tout à l'heure par le fait que les proxys sont liés à l'Iran. Mais il n'empêche que ce sont deux problèmes séparés. Pour ce qui est de la réaction de la France à ce qui s'est passé cette nuit, l'attaque israélienne, le communiqué du Quai d'Orsay est très prudent et d'ailleurs évoque le droit à Israël de se défendre. C'est intéressant parce qu'il n'a pas été attaqué dans cette affaire, mais on ressort le langage qu'il faut. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une réplique iranienne. Elle est obligée, elle a commencé par une centaine de drones ce matin, elle va continuer avec les missiles, dont les premiers sont en train d'ailleurs d'arriver. Lorsque Israël est attaqué, vous avez la France qui se porte à ses côtés. Lorsque c'est Israël qui attaque, depuis le général de Gaulle en 1967, vous avez une réticence française à soutenir Israël. Donc là, il y aura évidemment une réticence par rapport à l'attaque, mais comme il va y avoir la réplique iranienne, vous allez voir que, comme dans les 12 derniers mois, vous avez eu les 2 attaques iraniennes contre Israël, les 2 fois, la France s'est portée aux côtés d'Israël et les rafales français ont décollé, même symboliquement, de Jordanie et des Émirats arabes unis. Donc, vous allez avoir, par rapport à ce problème, une désapprobation de l'attaque, alors même qu'il y a une compréhension par rapport à ce qui se passe. Et si jamais il y a une réplique et que Israël plus les Américains n'y suffisent pas, la France sera du côté d'Israël. Éric, Renaud, je vais vous donner juste la parole dans une seconde. Juste une petite précision. Oui. Parce que le général de Gaulle, qui a critiqué la politique d'occupation des territoires occupés de 67, il a expliqué qu'il allait avoir ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire la résistance, l'oppression, le terrorisme, tout ce qu'on voudra. Et dans sa fameuse conférence de presse de novembre 67, il donne une garantie de sécurité, on l'oublie toujours, à Israël. Or, il se trouve que le guide de la révolution iranienne, c'est-à-dire le chef de l'Iran, a qualifié Israël de tumeur cancéreuse. Une tumeur cancéreuse, ça s'enlève. Et donc là, la France, dans la tradition gaulienne, et c'est ce qu'a dit le ministre, ne peut, de Gaulle a dit, a donné une garantie de sécurité. Parce qu'il faut savoir que c'est la France qui a donné la bombe atomique à Israël et qui a même qui a aidé à la construire. Oui, oui, ils ont même aidé. Le directeur général de Dassault à l'époque m'a écrit une lettre. Ce sont les Français qui ont fourni l'arme, le missile et ce qu'on appelle la weaponisation pour Israël. Et ça a continué secrètement, bien sûr, sous de Gaulle. Merci Renaud. Alors, je pense qu'il y a Jean Quatremer qui veut réagir. Jean ? Oui, à propos de ce que venait de dire Sylvie Berman, effectivement, le soutien européen à Israël s'est réduit comme peau de chagrin, mais ça a une date très précise. C'est le 5 mai dernier, lorsque Benyamin Netanyahou a lancé l'opération Chariot de Gédéon, qui vise à réoccuper Gaza et en expulser une partie des Palestiniens. Et là, il y a eu un vote ici à Bruxelles qui a été incroyable. Vous avez eu 17 pays sur 27 qui ont demandé à ce qu'on examine le respect des droits de l'homme par Israël. C'était la première étape vers la suspension d'un accord d'association commerciale avec Israël, sachant que même là pour le coup, l'Autriche a lâché Israël, ce qui est sans précédent, et que l'Allemagne a fait savoir dans les couloirs qu'elle votait contre cet examen, mais que c'était la dernière fois, parce que ici à Bruxelles, les gens ne supportent plus la politique de Netanyahou à Gaza. Autant la première guerre de Gaza était soutenue quasi unanimement, en dehors des Belges, des Irlandais et des Espagnols, hein, les usual suspects, on peut dire, anti-israéliens, autant la seconde guerre, là, clairement, n'est soutenue par personne. Alors, est-ce que maintenant, avec l'intervention en Iran, les choses vont changer? Ça, c'est tout à fait possible, parce que là, Israël, comme je le disais tout à l'heure, rend quelque part service à la communauté internationale en stoppant la marche vers le nucléaire de l'Iran, si l'opération fonctionne, et ensuite s'il y a une réponse et s'il y a des morts civils israéliens, évidemment. Alors, je vais vous donner la parole, Jonathan Arfi, mais en même temps, je voudrais qu'on prolonge un peu les idées dans cette émission. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, où cette guerre à Gaza suscite d'énormes manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes, avec en accompagnement cet antisémitisme d'atmosphère,
Est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre Israël comme État et le peuple juif plurimillénaire, de telle manière à ce qu'on ne reproche pas et on n'accuse pas les Juifs d'Angleterre, d'Italie ou de France d'être responsables d'une politique israélienne avec ces bombardements, par exemple? Si vous le permettez, je pense que c'est une question qu'il faudra adresser aux antisémites plus qu'aux Juifs. Parce que la confusion, elle se fait d'abord dans l'essentialisation qu'opèrent les antisémites, qui précisément vont chercher les Juifs du monde entier pour en faire les responsables des méfaits qu'ils prêtent à Israël. Et cette confusion-là, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Alors, on le voit d'ailleurs dans l'évolution, y compris des mots de l'antisémitisme. Il y a 40 ans, on traitait les Juifs de sales Juifs, puis il y a 20 ans de sionistes, aujourd'hui de génocidaires, mais fondamentalement, c'est la même haine qui vise les Juifs. Elle prend prétexte d'une situation géopolitique, de dévoiements moraux, de retournements un peu pernicieux, pour se justifier. Mais la haine est la même, et cette confusion, elle n'est pas chez les Juifs, elle est d'abord chez les antisémites. Après, il y a évidemment une singularité du lien du monde juif à Israël. Il y a un seul État juif dans le monde et il a une fonction symbolique, mais aussi parfois réelle pour certains. Pardonnez-moi juste un mot, Jonathan. David Ben-Gurion, fondateur de l'État d'Israël, disait « La politique israélienne dépend exclusivement des Israéliens ». Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, ce sont les citoyens israéliens qui déterminent le destin de cet État. Il n'empêche que c'est un petit État, toute proportion gardée par rapport effectivement aux grandes puissances, et qu'il est obligé de gérer son destin en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, dont malgré tout quand même d'abord la puissance américaine. Il a une forme de cordon ombilical qui le lie aux États-Unis incontestablement, un lien avec l'Europe très ambivalent, qui à la fois est le premier partenaire économique d'Israël, mais qui en même temps est un partenaire que les Israéliens parfois négligent diplomatiquement. Les Européens le lui rendent bien, malheureusement aussi, et donc il y a une relation très difficile que je regrette, parce que je pense que l'Europe et Israël ont beaucoup plus en partage que ce que chacun des deux veut bien penser. Alors, Éric Danon, on critique la politique israélienne. Jean Quatremer vient de dire que depuis les derniers développements militaires à Gaza, on critique. On voit en France et en Europe des personnes qui sont des soutiens d'Israël et qui sont allés jusqu'à parler de faillite morale. Alors comment comprendre ce qui se passe par rapport à cette chose-là? C'est assez simple. Vous avez une politique israélienne qui peut être justifiée pour certains et n'est pas justifiable pour d'autres. Et c'est comme ça. Ajoutez à cela que la politique de communication d'Israël est absolument nulle. À partir de là, vous avez les réseaux sociaux, l'actualité qui est envahie d'images de Gaza. Et évidemment, ça porte beaucoup, parce qu'aujourd'hui, l'image a beaucoup d'impact. Essayez de superposer, là encore, des grilles d'analyse différentes. Dans la grille d'analyse purement géopolitique, les rapports de force militaires froids, le Hamas est en train de perdre la guerre à Gaza. Ajoutez à cela la grille de la communication. Sur cette grille-là, c'est Israël qui perd la guerre à Gaza. Ajoutez la grille de l'humanitaire et du droit international. Ce sont les Palestiniens qui sont en train de perdre la guerre à Gaza. Et vous devez voir l'ensemble des trois l'une sur l'autre, ce qui fait que vous pouvez dire assez justement qu'Israël gagne la guerre militaire mais perd la guerre de la communication. Et c'est comme ça. Je veux dire, ce qui se passe à Gaza est insupportable pour énormément de gens, pose un problème à Israël même quant à la fonction d'Israël. Israël est un pays qui a été conçu pour protéger les Juifs du monde entier, et la question se pose aujourd'hui si la politique actuelle, en protégeant les Juifs qui sont en Israël même, ne met pas en péril les Juifs de la diaspora par l'antisémitisme qui monte. Vous avez un effet de vase communicant. Plus vous protégez les Juifs en Israël, plus vous mettez en péril la diaspora. Mais la perversité, pourrait-on dire, c'est que ça ne gêne pas certains ministres israéliens, parce qu'ils disent
cet antisémitisme dans le monde, très bien, il va renforcer l'ALIA, c'est-à-dire la venue des Juifs en Israël. Oui, Renaud Girard là-dessus, sur un peu ce changement d'attitude des Européens depuis l'intervention en chariot de Gédéon où les Israéliens sont réintervenus à Gaza. Vous pensez que ça a changé complètement l'attitude des Européens? Oui, d'abord, les Européens, il faut bien comprendre, ne sont pas d'accord avec le refus de Benjamin Netanyahou d'une perspective de 2 États. Les Européens considèrent, moi également d'ailleurs, que la seule manière de régler ce conflit, cette cohabitation impossible entre Juifs et Arabes sur le sol de la Palestine, de cette ancienne région ottomane qu'on appelle la Palestine mandataire, qui était confiée à l'Empire britannique. Vous confirmez qu'à l'origine, au début du XXe siècle, il n'y avait pas de peuple palestinien ni de peuple israélien. C'était des peuplades qui étaient là, et donc il n'y avait rien, qui ressemblait à une Palestine éternelle. Tout à fait, il y avait 30 000 Juifs qui étaient là depuis tout temps, dans quelques villes, à Safed, à Jérusalem, à Hébron. Et puis, il y avait à peu près 400 000 Arabes, la plupart musulmans, et aussi quelques chrétiens. Tout ça administré par l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, Ben Gourion, que vous avez cité tout à l'heure, il était allé faire des études et justement voir les autorités ottomanes avant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il y a eu la décision pendant la Première Guerre des Anglais de faire un foyer national juif. Au début, les Juifs qui venaient travailler la terre et construire une sorte de nouvel homme juif, si vous voulez, parce que les Juifs, on leur interdisait de posséder des terres en Europe, et là, maintenant, ils vont construire, enfin, voilà, devenir des agriculteurs, etc., des paysans soldats, comme disait De Gaulle. Et puis, à un moment, à partir de 1929, après, il y a eu un divorce assez mal passé, il y a eu des massacres de Juifs à Hébron, et donc, assez vite, la communauté internationale a vu que cette cohabitation entre Arabes et Juifs n'était pas possible. Au début, même des gens comme Jabotinsky étaient prêts à cette cohabitation, il n'y avait pas de problème. Mais là, très vite, surtout après la grande grève palestinienne de 1936, c'était fini. Donc on a essayé de faire 2 États, ça va marcher, il y a eu les guerres dont vous avez parlé de 1948, mais nous, Européens, on pense que c'est la seule solution. Et on était tout près de cette solution avec les accords d'Oslo de 1993, et où même les Palestiniens ont reconnu le droit d'Israël à exister. L'Iran ne le reconnaît pas, les Palestiniens l'ont reconnu, en échange d'une installation d'un État, progressivement d'un État. Mais qu'est-ce qui a fait capoter tout ça? C'est quand la religion s'est mêlée de politique, cher Émile Mallet. C'est-à-dire que la politique, c'est ce qui permet le compromis. La religion, eh bien non, si vous êtes religieux... Vous voulez dire Renaud, celui qui a assassiné Rabin... Ouais. Vous voulez dire que l'islamisme a entraîné en réaction une droitisation de la politique israélienne? Tout à fait. Alors voilà, le Hamas a refusé en 1993 les accords d'Oslo, parce que c'est un mouvement de frères musulmans. Donc pour lui... la Palestine, c'était l'Empire ottoman, donc c'est le Dar el-Islam, donc les Juifs n'ont rien à y voir. Mais pour les extrémistes juifs, c'est le bon Dieu, et les évangéliques américains également, c'est le bon Dieu qui a donné la terre d'Israël aux Juifs. Et donc, Hébron, tout ça, la Judée-Samarie, ce qu'on appelle les territoires occupés, appartient aux Juifs. Et donc, c'est un extrémiste juif, religieux, qui a tué... On va revenir le héros de la guerre de 67, Rabin, le Premier ministre, qui avait accepté de préparer la solution. On va revenir au présent. C'est ça le drame. Cher Renaud. C'est la religion qui vient pourrir la politique. Jean Quatremer veut intervenir. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le conflit à Gaza obsède autant l'Occident depuis 18 mois. Certes, c'est une guerre, elle est horrible, il y a des morts civiles, des femmes, des enfants, des vieillards, c'est épouvantable. Vous avez un groupe terroriste, le Hamas,
qui est l'équivalent de l'État islamique, il ne faut pas dire autre chose, qui a tué des centaines d'Européens, et personne n'a été contesté qu'on aille faire la guerre à l'État islamique et qu'on massacre au passage des civils. Hein. Il y a à peu près 2,5 civils tués par combattant, par l'armée française, les Américains, etc. Et tout le monde s'en est fichu. Pourquoi un conflit comme la Syrie n'a au fond n'a pas mobilisé, je dirais, les foules? Il n'y a pas eu des grandes manifestations, vous n'avez pas eu les filles condamnant Bachar el-Assad, bien au contraire. Le Yémen, tout le monde s'en fiche, le Soudan, tout le monde s'en fiche. Or pourtant là, c'est des centaines de milliers de morts. Au Soudan, les gens sont en train de mourir de faim, mais véritablement de mourir de faim. Le Congo, 6 millions de morts en 10 ans, etc. etc. Donc la question, c'est pourquoi cette obsession? Et moi, je pense qu'il faut revenir à la question centrale, en fait, que Émile vient de poser, qui est celle aussi de l'antisémitisme. Je crois qu'il y a ce qui est en train de révéler le conflit à Gaza, c'est la conjonction de 3 antisémitismes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office fédéral allemand de protection de la Constitution qui vient de publier un rapport. Il y a l'antisémitisme classique d'extrême droite, hein, des néo-nazis, qui est toujours présent. Il est aussi présent en France au sein du Rassemblement national, par exemple. L'antisémitisme... Enfin, plus vraiment maintenant, parce qu'ils manifestent avec les Juifs. Non, on ne peut pas dire ça. Non, mais... donc, je termine juste. Oui, je laisse la parole à Renaud. Donc, l'antisémitisme des islamistes et l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui a toujours été présente dans les années 70. Vous avez ce qu'on appelle la vieille taupe. Vous avez un certain nombre de gens qui ont soit de parti communiste, soit de l'extrême gauche, qui sont par l'antisionisme arrivés à l'antisémitisme et au négationnisme. Et aujourd'hui, ces 3 antisémitismes fusionnent pour combattre la politique d'Israël. C'est ça qui est proprement stupéfiant et terrifiant et qui met en danger même nos valeurs démocratiques en Europe. Voilà. Oui, merci Jean. Éric Danon là-dessus. Première chose, j'approuve tout à fait ce qu'a dit Renaud sur la confessionnalisation du conflit. Là, ce n'est pas un hasard. C'est pas si le 7 octobre, c'est-à-dire le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah, est intervenu alors que vous aviez d'un côté le Hamas, émanation des frères musulmans à Gaza, et de l'autre côté le gouvernement le plus ultra-orthodoxe de l'histoire d'Israël. Donc vous avez bien eu une confessionnalisation, donc une radicalité religieuse qui évidemment, n'accepte pas le compromis politique. Ça, c'est vraiment peut-être la meilleure clé. Ensuite, vous avez un deuxième phénomène mondial qui a changé. C'est que le mal absolu, ce n'est plus la Shoah et les guerres mondiales. Le mal absolu, c'est le colonialisme. Et à cette aune-là, il y a remise en question des Occidentaux qui ont fait une partie de leur richesse et de leur fortune pendant 400 ans là-dessus. La conséquence de ça, c'est que la figure du Palestinien a changé. Elle est devenue, vous voulez dire qu'elle est devenue rédemptrice de l'humanité? Pas exactement, elle devient une figure de résistance à l'occidentalisation du monde, vécue d'ailleurs comme une américanisation du monde. Qu'est-ce que ça entraîne? Que vous n'avez pas... aujourd'hui, le Palestinien n'est plus celui qui se bat sur sa terre à Gaza ou ailleurs. Le Palestinien devient quelqu'un qui, symboliquement, s'oppose au monde occidental tel qu'il va. Et comme vous n'avez plus d'identification possible à des figures, parce que personne ne va s'identifier à Mahmoud Abbas ou à un autre, l'identification se fait au drapeau. Et le drapeau palestinien devient symbolique d'une résistance au monde occidental. Donc on vous le sert à toutes les sauces. Ça va des manifs sur la réforme des retraites au filtrage dans les universités ou aux matchs de football. Et donc, vous devez bien voir que les gens qui soutiennent cette cause, souvent ne connaissent rien, ni à ce qu'est l'État palestinien ou l'État israélien, mais ils ont trouvé une cause générale pour lutter contre l'Occident. Sylvie Bermann, d'un point de vue diplomatique, pour reprendre ce que viennent de dire nos intervenants précédents, comment vous expliquez que les massacres au Soudan, le génocide du Rwanda, l'exclusion des Rohingyas, enfin, tout ce qui se passe en Ukraine, les Ouïghours en Chine, etc., tout cela ne mobilise pas les manifestants de la planète, notamment
quand ce sont des musulmans qui sont victimes dans les différents pays? Quel est le fil rouge qui explique cette différence de traitement? D'un point de vue diplomatique, bien sûr, les foules... Il y a la guerre kilométrique aussi. Éric Danon a expliqué ça au niveau des manifestants, des foules. Mais au niveau de la diplomatie, comment vous l'expliquez? Mais vous avez, et moi je me suis occupée de tous ces dossiers pendant des années, hein, que ce soit le Darfour, le Soudan, le Darfour, la RDC également, où il y a des massacres monstrueux. Mais ça n'intéresse pas les opinions publiques. Il y a ce qu'on appelle la guerre kilométrique, c'est-à-dire plus elle est loin, moins elle intéresse. Pourquoi la guerre en Ukraine intéresse tant nos populations? C'est parce qu'elle est au cœur de il n'y a pas de manifestation. La place de la République n'est pas occupée tous les soirs. Non, mais il y a quand même, oui, enfin, il y a quand même quelques manifestations et en tout cas une forme d'émotion par rapport à la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai que, bon, la donnée principale, c'est que ce sont des juifs et que l'antisémitisme est très, très fort dans toutes nos sociétés. Alors c'est vrai qu'il y a ces 3 couches d'antisémitisme, même si bon, la plus forte est connue. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que ça n'atteint pas seulement l'Europe, c'est que ça atteint aussi les États-Unis, qui ont toujours été le protecteur d'Israël. Et aujourd'hui, dans les universités et dans la jeunesse, vous avez finalement des jeunes qui sont aussi très hostiles à Israël. Être hostile au gouvernement Netanyahou et à sa politique, c'est compréhensible. Défendre également l'accès à l'aide humanitaire, dénoncer les victimes, c'est compréhensible, mais ça vise directement Israël. Et encore une fois, c'est même pas uniquement Netanyahou, c'est l'ensemble d'Israël, alors qu'il y a la moitié de la population qui manifeste contre Netanyahou, et quand dans le monde, effectivement, les Juifs n'ont rien à voir. En tout cas, il y a ce lien particulier qui a été évoqué tout à l'heure, mais rien à voir avec la politique qui est décidée essentiellement par Israël. Alors, il y a eu un antisémitisme français au moment de l'affaire Dreyfus. Dreyfus a quand même gagné, donc la France, voilà, a été rétablie dans son grade et tout ça. Mais l'antisémitisme... aujourd'hui, en France, je dirais, de souche, Nicolas Sarkozy a pas proclamé ses racines juives, a été quand même élu président de la République, donc la droite française n'a rien eu contre Nicolas Sarkozy. En revanche, il y a une population immigrée musulmane importante en France, et beaucoup parmi cette population immigrée musulmane importent le conflit israélo-palestinien, à tort, parce que la France n'a pas la moindre responsabilité dans toute cette affaire, ni historique ni actuelle. Importe cela, comme l'ambassadeur Danon l'a très bien dit, l'urgence pour le gouvernement français est que ce conflit ne s'importe pas dans la société française. Et d'ailleurs, les Juifs, il y a des Juifs, il faut quand même redire ça. Il y a par exemple Michel Debré, dont le grand-père était rabbin, était un homme assez dur avec Israël, comme Kissinger d'ailleurs était un Juif américain. Il faisait la politique. C'est pas parce que vous êtes Juif. Si vous voulez bien, écoutez, on va poursuivre. On va poursuivre. Écoutez, on va poursuivre ce débat. Et on va écouter Aymeric Caron, député de Paris LFI. C'est à l'Assemblée nationale le 9 avril 2025. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices
sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Alors, Jonathan Arfi, je voudrais vous interroger sur ce que les linguistes appellent une sémantique piégée, ou les observateurs politiques appellent une inversion accusatoire. Israël est maintenant devenu le pays de l'apartheid, le peuple juif, grosso modo, est devenu un peuple génocidaire, bref, État colonial stipendié de partout. Bruno Tertré, chercheur en sciences politiques, considère même qu'aujourd'hui, Israël est confronté à cette trilogie nazisme, communisme, islamisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette nazification d'Israël aujourd'hui, pas seulement par le parti LFI, mais également par les foules planétaires? C'est exactement le terme, la nazification d'Israël, parce que vous fermez les yeux, vous écoutez Aymeric Caron, vous entendez ghetto, camp de concentration, génocide. Ce vocabulaire-là, il renvoie à quelque chose de précis dans les consciences européennes, c'est l'histoire de la Shoah, et c'est précisément ça que cherche Aymeric Caron, c'est à créer de la confusion historique, un renversement symbolique, pour que, au fond, le narratif palestinien puisse se calquer sur un narratif historique juif, qui est un effet miroir qui est recherché depuis longtemps par la cause palestinienne. Et puis, il y a, on le voit, à travers la nazification d'Israël, une forme de justification donnée, de légitimation des passages à l'acte les plus violents. Parce que si réellement Israël était un État nazi, alors tous les passages à l'acte seraient légitimes. Et il a, de ce point de vue-là, à mes yeux, une responsabilité directe, ce type de discours, dans les passages à l'acte contre Israël, mais in fine contre les Français juifs, parce que, il faut le savoir, une partie importante désormais de notre jeunesse considère légitime de s'en prendre à des Français juifs au nom d'un conflit qui se déroule à 3000 km. Et donc, cette essentialisation, quand elle se double de ces discours de stigmatisation violente, eh bien, produisent évidemment des passages à l'acte. Vous voulez dire que les passages à l'acte viennent des discours politiques? Vous savez, un discours politique, ça peut soit apaiser, soit hystériser. Et je pense qu'on voit le niveau de responsabilité d'un homme ou d'une femme politique à sa volonté de ne pas souffler sur les braises, de ne pas faire des raccourcis coupables, de savoir chercher précisément les mots du rassemblement ou de l'apaisement. Tout est discutable, mais il y a un cadre et une sérénité pour ça. Il y a un manque incroyable dans le discours. Il y a un manque incroyable dans le discours d'Aymeric Caron. C'est qu'il parle des enfants palestiniens, et il y a effectivement des milliers d'enfants palestiniens qui ont été tués dans les bombardements. Ils sont, à mon avis, pas visés en tant qu'enfants par l'armée Tzahal. Tzahal a des critères éthiques très stricts, mais effectivement, quand vous faites des bombardements massifs, eh bien, il y a des familles entières qui viennent à mourir, et c'est tout à fait regrettable. Et on peut penser, effectivement, que la réaction israélienne a été tout à fait disproportionnée, comme l'a dit l'ambassadrice Berman. Mais ce qui manque dans le discours d'Aymeric Caron, et c'est incroyable, c'est qu'il dit les enfants palestiniens, mais il n'a pas un mot, il dit les enfants du monde entier, par ailleurs. À la fin de son discours, il ne parle pas des enfants qui ont été massacrés par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, dans des kibboutz connus d'ailleurs pour leur pacifisme et leur amitié pour la cause palestinienne. Il ne parle pas de ce pogrom qui a une forme réellement génocidaire, vraiment génocidaire, parce que les gars du Hamas qui se sont répandus dans ces kibboutz pacifistes du sud d'Israël ont massacré les vieillards, les bébés, les enfants, en les regardant presque dans les yeux. Si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil que les bombes israéliennes qui, hélas, effectivement, tuent beaucoup de civils à Gaza. Le Hamas a tout fait pour que les Palestiniens soient exposés aux bombardements israéliens et que jamais il n'a utilisé les tunnels pour
leur permettre de se protéger. Au contraire, le Hamas gagne sa guerre par le nombre de Palestiniens tués et en mettant en avant les enfants, parce que la démographie de Gaza fait que une personne sur deux à Gaza a moins de 20 ans. Donc quand vous bombardez Gaza et que les gens ne sont pas protégés, vous bombardez un jardin d'enfants, d'où le résultat, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Bien sûr, il y a toute cette vulgate anti-juive, anti-israélienne, peut-être antisémite. Il le fait aussi parce qu'il sait que cela permet de parachever une identité palestinienne extrêmement fragile qui se construit au fil des ans par mimétisme avec l'identité israélienne. Vous savez que c'est ce que disait le poète palestinien Mahmoud Darwish. Et bien sûr, parce qu'ils vivent ensemble. Si vous voulez, l'identité palestinienne, Renaud l'a abordée. Elle n'existe pas en tant que telle, ce sont des Arabes qui vivent dans la région au début du XXe siècle. Lentement, elle va se faire par opposition aux Juifs qui arrivent. Donc vous avez une identité qui se monte en opposition à une autre, avec des vraies violences dès 1919 d'ailleurs. Ensuite, vous allez avoir un vocabulaire qui va se calquer sur les Juifs, parce que les Juifs, eux, ont réussi à avoir un État. Donc, il faudra que les Palestiniens aient un narratif où, toujours, ce sont des opprimés, parce que les Juifs l'ont été. 2, il faut que ce soit des réfugiés, parce que les Juifs du deuxième Ichouz, c'est-à-dire de 1930 à 1939, étaient réfugiés d'Allemagne, de Russie, etc. 3, il faudra qu'il y ait une problématique du ghetto. Et donc, ils ont monté... nous, on dit c'est une prison à ciel ouvert, Gaza. Eux, dans la presse arabe, ils disent c'est un ghetto. Ensuite, vous allez avoir la problématique du droit au retour. À 2 ans d'intervalle, vous avez le droit au retour et Donc c'est un mimétisme. C'est un mimétisme. Qu'est-ce qui manquait pour avoir cette identité mimétique? Il manque un génocide. Pas un vrai génocide, le récit d'un génocide. Parce qu'en ayant un narratif de génocide, alors, vous allez faire basculer un certain nombre de pays qui hésitaient et qui vont dire, oui, devant cette somme de souffrance, les Palestiniens ont droit à un État. L'Espagne est tombée dans le panneau, l'Irlande est tombée dans le panneau, on n'est pas loin de le faire avec la Suède, etc. C'est-à-dire qu'au fond, il faut tenir bon sur l'idée d'un génocide de façon à ce que, quoi qu'il arrive, les Palestiniens aient un État. Mais notez bien que dans cette affaire, ce qui est plus intéressant, c'est que les Palestiniens, les Juifs, pardon, extrémistes, sont aussi en mimétisme des Palestiniens extrémistes. Quand même, sur l'affaire du génocide, plus vous dites ça, plus vous délégitimez Israël. Sur le thème, c'est toutes les variations sur le thème, un pays qui est né du génocide, garde-t-il sa légitimité s'il commet lui-même à son tour un génocide? Ça, c'est un argument qui se décline de toutes les façons et qui arrange, bien entendu, les pro-palestiniens. Attention. Et on oublie dans tout ça de dire que le Hamas avait d'autres choix, que les Palestiniens avaient d'autres choix. Ils auraient pu accepter le plan très généreux d'Ehud Olmert en 2009 d'avoir en 2001 à Taba. Au 2001 à Taba, etc. Ils ont refusé. Et il y avait d'autres options pour les Palestiniens et surtout pour les frères musulmans du Hamas. Ils pouvaient très bien essayer, avec l'argent du Golfe qui était tout à fait prêt à arriver, des pétromonarchies du Golfe, à faire de Gaza, et même de Gaza ensuite et de la Cisjordanie, une sorte de petit Singapour. Ils veulent pas des Juifs. Ils veulent tout simplement pas des Juifs. Oui, alors Jean Quatremer. Ils ne veulent pas des Juifs dans la région. Jean Quatremer. Mais c'est d'autant plus exact ce que vous venez de dire que en droit international, il n'y a pas de différence au niveau des peines entre crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Et on oublie toujours que les dirigeants nazis à Nuremberg, lors des 2 procès de Nuremberg, n'ont pas été condamnés pour un crime de génocide, mais pour un crime contre l'humanité, crime d'agression et crime de guerre. Parce que c'est très compliqué d'établir un génocide. Et curieusement, juridiquement, effectivement, cette discussion juridique est devenue totalement inaudible, notamment à gauche, ça faut le dire les choses très clairement, c'est très compliqué d'expliquer que juridiquement l'accusation de génocide ne tient pas, mais effectivement dans le récit c'est extrêmement important, parce que si les Palestiniens sont victimes d'un génocide, c'est l'équivalent de ce qu'ont subi
ce qu'ont subi les Juifs dans l'histoire, ça délégitime Israël, et c'est pour ça que LFI répète en permanence que les Palestiniens sont victimes d'un génocide. Si, je le dis franchement, et je sais que je vais choquer, mais si Israël avait voulu mener un génocide, je veux dire qu'il y a longtemps que la guerre serait terminée à Gaza. Je rappelle quand même que les Hutus, avec des machettes, ont massacré 1 million de Tutsis en l'espace de 3 mois. Donc il faut quand même être un minimum sérieux lorsqu'on dit qu'il y a un génocide. Il faut rappeler des chiffres. Je ne vais pas donner la parole. Voilà. Non, mais juste, il faut rappeler simplement des chiffres, effectivement, très importants. Lorsque les Arabes qui ont déclaré la guerre en 1948 à l'État d'Israël, qui n'ont pas accepté le partage proposé par l'ONU, Israël a accepté de partager la Palestine avec les Arabes, ce sont les Arabes palestiniens et tous les Arabes de la région qui n'ont pas accepté, qui ont fait la guerre en Israël, qui n'ont d'ailleurs pas accepté, pas voté pour le plan de partage de l'ONU, qui a été adopté sans eux, sans leur vote. Donc les Palestiniens ont fui ou ont été chassés vers Gaza. Il y en avait à peu près 200 000 à Gaza après la guerre de 1948 dont vous avez parlé, Émile, et aujourd'hui ils sont plus de 2 millions. Alors si Israël avait jamais eu une intention génocidaire, eh bien il ne serait pas aujourd'hui 2 millions. Alors merci madame, merci messieurs pour tous ces éclairages. Avant de nous quitter, je voudrais vous dire quelques mots sur une bibliographie. Sylvie Berman, vous avez publié récemment un livre qui met en tension les relations entre la Chine et la Russie. Vous pensez que ces deux pays sont toujours en tension, malgré les liens d'aujourd'hui? Non, ils ne sont pas du tout en tension aujourd'hui. Oui, mais est-ce que la tension reste? Est-ce que la tension reste? Non, au contraire, ils ont un ennemi commun qui est Washington, et ça les rapproche. C'est un rapprochement qui a commencé il y a à peu près une décennie et qui est de plus en plus fort. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'une amitié d'acier ou d'une amitié sans vous limite. dites quand même l'ours et le dragon, c'est ça? Oui, parce que c'est l'incarnation de ces deux pays et que les relations ont été difficiles. Mao appelait les Russes les ours polaires, et il y a toujours une méfiance du dragon aussi. Mais aujourd'hui, au contraire, c'est l'hostilité américaine qui a rapproché les deux pays. Alors, Éric Danon, je rappelle que vous avez publié Au bord de l'eau, aux éditions du Bord de l'eau, sous la direction de David Kalfa, Palestine, année zéro. Un mot, parce qu'on a presque dépassé le temps imparti à l'émission. Alors juste pour dire qu'il y a effectivement, avec le 7 octobre, une ère nouvelle au Proche-Orient, et que ce que nous voyons encore aujourd'hui par rapport à l'Iran est un des éléments. Le Proche-Orient change complètement à partir du 7 octobre, c'est comme ça, et nul ne peut dire, si vous demandez n'importe qui, c'est quoi Israël et le Proche-Orient à 6 mois d'ici, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Merci. Alors, Jean Quatremer, chez Kalman Levy, vous avez publié Les salauds de l'Europe. C'est toujours les mêmes. On peut être pro-européen, fédéraliste européen, et critiquer la façon dont l'Europe fonctionne. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, et ça n'a pas, hélas, pas changé. Voilà. On voit que Jean Quatremer ne porte pas dans son cœur Madame van der Leyen. Alors, Jonathan Arfi, vous avez publié un ouvrage collectif 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime. Vous pensez qu'on cherche à effacer le crime du 7 octobre? On a peu de temps. Hein, oui, j'ai voulu contribuer à cet ouvrage collectif parce que effectivement, c'est le premier crime qui a connu son révisionnisme ou son négationnisme en temps réel. Et ça, c'est peut-être une des singularités du 7 octobre qu'il faut avoir en tête. Alors, Renaud Girard, on finit avec vous. Vous avez publié avec Olivier Darasson Des raisons d'État, virus à l'Élysée, une bande dessinée chez Phileas. Pensez que tous les États sont déraisonnables aujourd'hui? Oui, non, mais j'ai publié des livres plus anciens, notamment chez Flammarion, Pourquoi ils se battent. Oui, mais on prend le plus récent. Voilà, c'est ça. Et aussi, j'ai assisté, j'avais écrit un livre, j'ai assisté à la guerre de 2006 d'Israël contre le Hezbollah, qui était une guerre ratée, mais aujourd'hui, visiblement,
Israël a beaucoup progressé, a corrigé ses erreurs militaires et tactiques comme stratégiques. Et aujourd'hui, Israël a réussi à décapiter le Hezbollah. Le Liban Sud ne représente plus une menace pour Israël. Qu'est-ce qui va advenir de la guerre qui vient de commencer contre l'Iran? C'est un grand point d'interrogation. Je suis d'accord avec mon ami l'ambassadeur Danon. J'ai beaucoup plus de peine à prévoir l'avenir qu'à prévoir le passé. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci, messieurs, d'avoir apporté quelques éclairages sur ce conflit qui n'en finit plus avec cette nouvelle guerre. On verra si c'est une guerre entre l'Iran et Israël. Je voudrais remercier l'équipe de LCP et je vous dis à bientôt.